Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois ce matin Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, député à l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, nous allons parler tout de suite de la fête de la liberté. Ce ne sera plus le 5 mai, mais le 12 mai. Pourquoi ? D'abord, indiquer à vos téléspectateurs que la fête de la liberté aura lieu à Yopougon le 12 mai et non le 5 mai parce que malheureusement, nous avons perdu l'un de nos grands talents au niveau musical, en l'occurrence le chanteur Zouglou Désir Champion. Et les obsèques de Désir Champion ont lieu le 5 mai dans la même commune de Yopougon et pratiquement sur la même place Figayo. Et donc par respect pour justement pour sa mémoire et pour permettre à nos militants de participer comme l'ensemble des Ivoiriens à la commémoration donc, de ce grand artiste, nous avons décidé de reporter la fête au 12 mai. Alors comment se fait-il qu'en 7 ans de pouvoir du président Ouattara, l'opposition n'est jamais arrivée à, je vais dire, lui soutirer quoi que ce soit du point de vue des revendications. Dernière preuve en date, c'est la réforme de la CEI que vous n'avez pas pu faire imposer à l'État. Non, mais parce que ce n'est pas un démocrate. Parce que dans les pays démocratiques, les dirigeants sont à l'écoute de l'opinion et en particulier de l'opposition, pour analyser et décider des inflexions à apporter à leur politique s'il s'avère que l'opposition dit des choses qui sont intéressantes. Mais dans une dictature, on fait ce qu'on veut, on n'écoute pas l'opposition, on fonce billet en tête et on impose toutes ses vues et donc on crée des situations de conflit et de tension. Excellence, est-ce que ce n'est pas l'opposition elle-même qui manque de stratégie ? Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'affirmer ses convictions, de faire ses analyses. Et ça, c'est la responsabilité de l'opposition. La mission de l'opposition, c'est d'être un contre-pouvoir, d'être celui qui regarde, donc ceux qui regardent la manière dont le pays est gouverné, qui décèlent les insuffisances, et qui exprime les aspirations des populations, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ceci, il faudrait plutôt faire cela. La population veut plutôt ceci, et il appartient aux dirigeants, s'ils sont véritablement au service de la nation, s'ils considèrent qu'ils travaillent dans l'intérêt du peuple, de se rendre compte qu'effectivement, là, il y a des changements à apporter, et d'y apporter des réponses. Mais comment est-ce que vous pouvez faire ce procès au président Ouattara, au pouvoir, quand l'opposition elle-même, elle est très divisée? Mais ce n'est pas une question de division, c'est une question de pertinence des idées qui sont émises. Ça peut être une idée émise par un seul individu. Mais si on se rend compte, un leader d'opinion qui n'est même pas dans la vie politique, qui peut être le président d'une ONG, mais si on se rend compte que ce qu'il dit est pertinent, et mérite d'être prise en compte. Il faut la prendre en compte, sans chercher à savoir s'il y a 1 million de personnes derrière. Parce que ce n'est pas forcément 1 million de personnes, 2 millions qui peuvent avoir une idée généreuse, une idée pertinente. Un universitaire, un homme politique, un écrivain peut faire une proposition et il faut en tenir compte. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Excellence. Aujourd'hui, on a comme l'impression que, quoi que vous fassiez, même en 2020, ce sera cette commission électorale indépendante qui devrait organiser les prochaines présidentielles. Nous ne sommes pas dans cette posture. Nous considérons que nous menons un combat et que ce combat, forcément, va aboutir. Il nous appartient d'être persévérants et étant donné que nous n'avons pas d'autre choix, qu'il faut nécessairement que la commission change et qu'il y a une grande majorité qui prône le changement de la Constitution, de la Commission plutôt, au-delà des partis politiques, il y a la société civile qui pour la première fois est mobilisée à travers un groupement pour le plaidoyer en faveur des changements, qui a même il y a eu l'audace même d'attraire le gouvernement ivoirien devant la Cour africaine des droits de l'homme et qui a gagné le procès. Donc il y a un changement. Il y a des éléments nouveaux. Et nous sommes persuadés que ces éléments nouveaux vont faire plier le régime. Mais le gouvernement
apparemment n'est pas intéressé, n'est pas pressé d'appliquer cette décision du changement de la Constitution. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la décision n'a pas été prise, mais ça ne veut pas dire que le processus n'est pas en marche. Le processus est en marche à l'intérieur même du pouvoir. Et il y a de la semaine prochaine une grande réunion de la société civile en relation avec les partis politiques pour harmoniser une position commune, pour adopter un projet commun entre l'opposition et la société civile. Ça veut dire que le combat continue et nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes persuadés que nous aurons gain de cause. Excellence, est-ce que vous nous confirmez que le Front populaire ivoirien a vraiment retiré ses représentants au sein de cette commission-là ? Nous avons affirmé le principe que nous ne nous sentons plus concernés par ce qui se fait par la Commission électorale indépendante, y compris par ceux-mêmes que nous avons désignés, si ceux-là s'évertuent à siéger. S'ils le font, ils ne le font pas en notre nom, ils le font en leur nom personnel. Et donc, nous continuons de leur demander de démissionner de cette commission parce qu'ils ne servent pas la cause nationale en restant, en accompagnant ce que la Commission électorale indépendante fait à l'heure actuelle. Et s'ils ne vous écoutent pas ? Mais de toute façon, nous ne nous sentons pas concernés par ce qu'ils font. Nous n'allons pas prendre des armes pour aller les chercher à la CEI, mais nous les avons désavoués politiquement. Ils ne nous représentent plus, ils n'ont plus notre confiance. Comme la CEI n'a pas notre confiance, et pour nous c'est déjà suffisant parce que d'abord cette institution, elle est là pour instaurer confiance, disons faire en sorte que tous les acteurs politiques soient rassurés sur ce qui se fait. Si ce n'est pas le cas, cette commission n'a plus sa raison d'être et ceux qui y sont ne travaillent pas dans l'intérêt du pays. Ce qui est quand même curieux quand on s'intéresse un peu à l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, c'est l'une des institutions de la République autour de laquelle, depuis le début, il n'y a jamais eu de consensus. Pourquoi ? Mais parce qu'il est au cœur de l'enjeu politique, il est au cœur de la compétition pour la conquête du pouvoir. C'est parce que c'est véritablement le noyau de la bataille pour l'accession au pouvoir que, effectivement, il y a beaucoup de débats, beaucoup de confrontations autour de la commission. Et c'est pour cela aussi qu'il faut que les acteurs politiques se mettent autour de la même table pour adopter une commission électorale consensuelle, de manière à ce que cette commission ne soit plus l'enjeu de bataille et je dirais la source de confrontation, de violence politique, comme on l'a observé en 2010-2011. Mais comment peut-il en être autrement quand à l'intérieur de cette commission, il n'y a que des représentants, il y a surtout des représentants de partis politiques. Mais c'est pourquoi nous disons qu'il faut que cela soit équilibré. Et que si à l'heure actuelle, la présence des partis politiques peut s'avérer nécessaire, parce que certains acteurs peuvent ne pas compter sur une commission exclusivement composée de représentants de la société civile, il faut que la répartition des postes soit équilibrée de manière à ce qu'aucune entité ne soit dominante. C'est pourquoi nous proposons une commission électorale à 3 pieds. Un pied représentant le parti au pouvoir, ou la coalition des partis au pouvoir, un pied représentant l'ensemble de l'opposition et un 3e pied représentant la société civile, tout ceci de façon équilibrée, de manière à ce qu'aucune force ne soit dominante et que ce soit vraiment par des négociations, des compromis que cette commission-là travaille à faire en sorte que tous les intérêts soient préservés. Pourquoi ne pas oser en faire une commission purement technique et non politique? Cela pourrait advenir dans les années à venir. Pourquoi pas maintenant? Parce que maintenant, cela pose beaucoup de risques, compte tenu de la culture politique en Côte d'Ivoire, compte tenu de l'inexistence pour le moment ou du fait que la société civile responsable est encore embryonnaire. Comme je vous l'ai indiqué, c'est la première fois que la société civile prend des risques pour jouer sa partition dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Et il faut que cette société civile, progressivement, donne confiance aux uns et aux autres. Si nous arrivons à une situation où nous savons que nos compatriotes sont suffisamment mûrs, responsables et audacieux pour travailler dans l'intérêt de tous, il n'y a pas de raison à ce qu'on n'ait pas une commission électorale dans laquelle ne siègent pas les partis politiques. Mais pour le moment, aucun élément ne nous permet de prendre ce risque. Excellence.
Nous allons évoquer la question de l'unité du Front populaire ivoirien. À chaque fois, dans vos conférences de presse, vous en parlez, vous nourrissez à chaque fois du même espoir, mais malheureusement, on a comme l'impression que vous n'êtes pas entendu ou que, avec les autres membres de votre famille politique d'origine, vous n'avez pas la même vision des choses, la même vision de cette unité-là. Finalement, est-ce que vous ne faites pas à la fois un triple tort aux militants, au président Gbagbo et à la démocratie ivoirienne? Oh, je pense qu'il faut d'abord dire que les choses évoluent. C'est vrai que Dans quel sens? Elles évoluent dans le sens de l'unité. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde, quand on focalise sur l'élite de la Fronde, en particulier sur M. Sangaré, on ne voit pas le mouvement qu'il y a autour de lui. On ne voit pas le mouvement qui se développe dans la base, où de plus en plus de militants nous rejoignent, parce qu'ils se rendent bien compte que la Fronde n'a aucun avenir, qu'ils se rendent bien compte que la division est préjudiciable au parti et que, à la limite, il faut donc faire l'unité parce que c'est dans l'unité que se trouve l'avenir du parti et même de la Côte d'Ivoire. Donc il y a ce mouvement qui a lieu et vous savez, il y a même des jeunes qui étaient dans la Fronde qui ont créé ce qu'on appelle les cyberactivistes unis pour l'unité du FPI. Il y a beaucoup de mouvements. Nous-mêmes qui sommes sur le terrain, nous voyons bien qu'il y a des appels de plus en plus fréquents émanant de certains militants qui étaient dans la Fronde pour des rencontres, pour des meetings d'information, pour voir comment ils peuvent s'impliquer dans la vie du parti. Il y a même des cadres qui souhaitent être candidats aux élections municipales et régionales à venir, qui nous approchent, qui étaient hier dans la Fronde, qui nous approchent pour voir comment ils peuvent donc l'être sous l'égide du Front populaire ivoirien. Donc il y a un mouvement. Bon, et nous pensons que ce mouvement va nécessairement gagner aussi le petit noyau de radicaux qui jusque-là ont refusé toute possibilité de rencontre, toute possibilité d'unité. Vous dites le petit noyau? Oui, parce que nous connaissons, nous savons ceux qui n'ont pas du tout, qui sont vraiment très réticents par rapport à l'unité, parce qu'ils n'y voient pas tellement leurs intérêts personnels, pas pour la cause du parti. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Ceux qui veulent faire la politique, ceux qui veulent être utiles à la Côte d'Ivoire et qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas l'être, s'ils restent dans cette posture, ils sont les plus nombreux. Je pourrais même dire que c'est au moins 90% de ceux qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Fronde. Au moins 90% aujourd'hui veulent aller aux élections, veulent qu'il y ait l'unité. Maintenant, la question c'est de voir comment nous faisons, étant donné l'histoire récente, tout ce que nous nous sommes dit, ce qui a été fait, comment faire pour créer cette unité sans que personne n'ait le sentiment d'avoir perdu la face, d'avoir perdu un combat. Je crois que donc la question c'est la gestion des sentiments, la gestion des palabres qu'il y a eu. C'est cela que nous devons organiser et c'est ce que nous allons faire dans les semaines à venir. Sinon, tout le monde se rend bien compte que si nous ne sommes pas unis, nous faisons du tort à nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, nous faisons du tort à l'ensemble de nos militants, je dirais même à la Côte d'Ivoire entière et en particulier au président Laurent Gbagbo qui a besoin d'un parti uni pour le soutenir dans ce combat pour la liberté et pour la dignité. Que vous suggère ce qui se passe aujourd'hui au RHDP? Moi, j'ai déjà eu à le dire il y a au moins 1 ou 2 années que de toute façon, à un moment ou l'autre, il faudrait bien que le RHDP finisse sa course. Voilà. Une organisation, quand on la met en place, elle en général parcourt trois étapes. Et la dernière étape, c'est l'étape de la décadence. C'est-à-dire que vous proclamez déjà la mort du RHDP? Oui, le RHDP a fini sa mission historique, si on peut l'appeler ainsi, même si cette mission nous a été préjudiciable. Le rassemblement a été créé pour permettre de vaincre le Laurent Gbagbo et le FPI. Et ils y sont arrivés? Ils y sont arrivés. Cette plateforme n'a plus sa raison d'être. Et ce qui se passe à l'heure actuelle n'est que la manifestation de ce que cette plateforme n'a plus rien à apporter à la Côte d'Ivoire, et ni même à ceux qui l'ont fondée. Ça aurait été une belle aubaine pour l'opposition si elle était unie, non? Si l'opposition était unie, oui. Mais de toute façon, l'opposition est en train de s'unir pendant que le pouvoir est en train de dégringoler. Et ça aussi, c'est la logique du jeu politique.
Est-ce que cette mort proclamée que vous annoncez, si elle arrivait, est-ce que ce ne serait pas aussi du fait qu'en face, le RHDP n'a plus véritablement une véritable opposition? Parce que si l'opposition était très unie, c'est sûr qu'il se garderait d'avoir ce genre de crise interne. Vous ne pensez pas? Oh, je crois que la crise est liée au fait qu'un des camps veut rester. Un des camps veut rester. Mais la crise est liée aussi au fait que l'autre camp est persuadé que ceux qui ont dirigé la plateforme sont devenus largement impopulaires et que les Ivoiriens ne souhaitent plus les avoir comme les dirigeants de la Côte d'Ivoire de demain. Donc c'est cela qui aiguise leur appétit. Donc ce n'est pas tellement la posture de l'opposition, la faiblesse ou la force de l'opposition, c'est la conviction que le PDCI a aujourd'hui que le RDR ne peut plus diriger une coalition, que le RDR a échoué et que le PDCI peut aujourd'hui prendre la direction de cette coalition, et que le PDCI est fondé à revendiquer cela. D'autant que c'est l'objet d'un accord qu'ils ont conclu. Et donc c'est cela qui les amène. Sinon le PDCI ne veut pas faire cavalier seul. Il souhaite être le candidat du RHDP. Ça veut dire donc qu'ils sont conscients qu'il y a une adversité. Qu'ils sont conscients qu'il faut rester ensemble si on veut gagner. Mais qui doit diriger cette coalition? C'est là Donc si au contraire nous étions quantité négligeable, peut-être même qu'ils auraient conclu la division depuis longtemps. Mais c'est parce que nous sommes forts. Et c'est parce que nous sommes forts que le RDR tient au RHDP. Parce qu'il sait que sans le RHDP, ni le RDR, ni le PDCI n'a aucune chance de gagner les élections de 2020. Et même le PDCI, qui suppose qu'il peut y avoir des accords entre le RDR et lui, pense à une solution alternative en termes d'alliance. S'ils n'étaient candidat négligeable, ils n'auraient pas fait cette démarche. Donc une alliance possible avec le FPI? Une alliance possible avec le FPI. Vous y êtes Nous sommes totalement ouverts à cela. Excellence, merci et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie.